On est parti. Donc je voudrais que vous me donniez votre nom, votre prénom et si vous pouvez me dire où vous êtes né, quand vous êtes né et comment ça me parler de votre enfance, parler de vos parents notamment. Bon, il faudra aussi me parler assez fort. D'accord. Ça va là? Quand vous posez une question, il faudra me parler. Alors, je suis née, je m'appelle Renée Skenazy. Je suis née le 31 août 1926 à Paris. Mes parents, tous deux, étaient émigrés de Turquie. Ils sont venus en France très jeunes tous les deux, à savoir mon père n'avait que 11 ans. Et ma mère, lorsqu'elle est arrivée elle-même, venant du Bosphore, avait 16 ans. Ils se sont donc mariés à Paris et je suis née 2 ans avant ma sœur, donc cadette, qui s'appelle Victorine. Et nous avons eu une enfance paisible, tranquille. Nos parents étaient complètement intégrés à la culture française. Et donc, lorsque nous sommes nés, eh bien, je ne me suis à aucun moment sentie étrangère dans un pays qui était le mien, comme il l'est toujours. Et que faisaient vos parents? Mes parents étaient dans la confection lingerie. Dans le quartier du 11e arrondissement, il y avait, c'était le quartier des séfarades, des orientaux, et le blanc, ce qu'on appelait le blanc, c'était le linge de maison, la lingerie, était le propre des orientaux qui venaient de Turquie. Donc, dans ce quartier, beaucoup de personnes de ma famille avaient la même profession que mes parents. Donc vos parents étaient arrivés avec d'autres membres de votre famille? Vous aviez Effectivement, des oncles, des tantes? mon père est arrivé avec 3 de ses frères, ils étaient 4 fils, et leur mère. Je n'ai pas connu de grand-père aussi bien d'un côté que de l'autre. Ils étaient morts en Turquie. Et du côté de ma mère, elle avait une sœur et 2 frères. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et quelle éducation religieuse vous avez reçue? Aucune. Vos parents n'étaient pas du tout pratiquants? Mon père était peut-être un peu plus pratiquant que ma mère, sûrement par respect pour sa mère, qui, elle, était pratiquante, ma grand-mère. Tandis que du côté de ma mère, c'est le frère aîné qui a fait venir en France ses frères et sœurs parce qu'il n'y avait plus ni mère ni père. Donc, pas religieux. Et nous n'avons fréquenté, si on peut dire, les synagogues que lors de cérémonies, par exemple bar mitzvah, mariage, mais c'est tout. Alors j'avais le respect de la religion, mais on ne pratiquait rien. Et donc, est-ce qu'il y avait quelle était la sensibilité politique de vos parents? Est-ce qu'il y avait un engagement quelconque? Non, aucun engagement. De mes parents propres. Par contre, j'avais des oncles qui avaient fait, un oncle notamment, un frère de mon père, qui avait fait la guerre de 14 et qui était revenu ce qu'on appelle gueule cassée, parce que mutilé. Et il a eu un curieux destin parce que, malgré ça, il a quand même été arrêté et déporté. Pourtant, il avait combattu pour la France et il avait laissé pas mal de blessures. J'ai eu d'autres oncles qui se sont engagés pour la guerre de 39-45. Et la même chose, ça ne les a pas empêchés d'être, pour un, prisonniers de guerre, et pour les autres, déportés
sans retour. Est-ce que dans les années 30, j'imagine que vous allez à l'école, est-ce que vous avez senti la montée de l'antisémitisme ou pas du tout? Alors, dans les années 30, puisque je suis née en 26, je me souviens que 10 ans après, en 36, il y avait un grand mouvement social, justement dans le quartier où on habitait, puisque c'est actuellement la place Léon Blum, il y avait un grand socialiste qui s'appelait Léon Blum. Et moi, je me sentais, malgré mon très jeune âge, je me sentais très impliquée, très citoyenne. Et lorsqu'il y avait des défilés de la Nation à la République, eh bien, au sortir de l'école, et avec mon cartable, j'allais défiler. Et puis, j'étais vraiment très sérieuse. J'étais fière de participer aux événements qui se produisaient devant moi. C'est-à-dire les 40 heures, les congés payés, c'était la première fois. Et j'en comprenais la valeur. Pourtant, mes parents étaient des artisans, qui eux n'avaient droit à rien. Mais c'était une avancée de progrès. Et je suis toujours restée très citoyenne. Et à l'école, pour moi, j'étais une élève comme d'autres élèves. Ma meilleure amie était une catholique. Qu'est-ce que ça voulait dire être catholique, juive ou musulmane? Pour moi, absolument aucune importance. Donc je n'ai rien ressenti. En 39, ça a été la déclaration de guerre. Et avant de partir en exode en juin 40, là on sentait quand même qu'il y avait une certaine gêne parmi les élèves à l'école. J'ai appris après qu'il y en a beaucoup de jeunes qui fréquentaient les synagogues, qui avaient foi dans la religion, parce que les parents les initiaient en ce sens. Eux se sentaient brimés. Mais moi non, pour moi j'étais française, point. Donc qu'est-ce qui se passe à la déclaration de guerre? En 39-40, vous restez sur Paris avec vous? Oui, ma grand-mère paternelle, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, je n'en avais qu'une seule, était, comme beaucoup de personnes âgées, était par l'État invitée à aller se protéger des bombardements dans les campagnes. Et donc, elle était partie. Mes parents souhaitaient que leurs 2 filles partent également, mais nous ne l'avons pas entendu de cette oreille. Nous avons préféré rester à Paris. Et c'est donc de là qu'en 40 juin, nous sommes partis en exode. Vous êtes allés où? On est allé jusqu'à Nogent-le-Rotrou. On faisait 50 km à pied, on est parti 4 jours en direction du Mans. Et puis, comme les Allemands tentaculaient toutes les régions, force nous a été d'admettre qu'on était parti pour rien. Et on est rentré donc à Paris. Vous étiez parti juste avec votre sœur, avec vos parents aussi? J'étais partie, oui, avec mes parents et ma sœur. Et ça a été très dur. Très dur. Pour moi, j'ai beaucoup souffert des pieds, parce que ces longues marches où il fallait s'arrêter, où il y avait les bombardements, les bombardiers italiens qui survolaient les longues files de ceux qui partaient en exode. Et donc, ça a été pour moi des passages que j'ai parfaitement retenus et qui ont quand même marqué cette époque où la guerre, au départ, on ne sait pas tellement ce que c'est.
disons qu'on a fait connaissance, mais nous avons été élevés de façon très responsable. J'entends par là que nos parents, très tôt, nous ont sensibilisés à être, aussi bien l'une que l'autre, ma sœur et moi, des jeunes filles responsables dans la vie, ce qui d'ailleurs nous a aidés beaucoup par la suite, puisque malheureusement nous sommes rentrés orphelines. Nous étions déjà mûrs. D'accord. Vous nous le raconterez après. Donc, donc vous revenez sur Paris Oui, donc 40. en 40, alors là, de plus en plus, on sent l'antisémitisme, mais moi, encore là, je ne me sens pas concernée, parce que je suis mademoiselle tout le monde, sans exception. Ma sœur, la même chose. Et puis mes parents avaient donc un atelier de confection. Et au bout d'un moment, il s'est avéré difficile de travailler en tant qu'artisan. Donc ma mère a arrêté son travail. Et en 41, il y a eu les premières arrestations dans le quartier, justement, du 11e arrondissement. C'est là qu'il y a eu les premières arrestations au mois de mai et au mois d'août. Mais à cette époque, on arrêtait et internait que les hommes. Il fallait aller à la préfecture de police pour se faire recenser et avoir un tampon juif sur la carte d'identité. Alors bien sûr, ceux qui ont enfreint à cette règle ont pu s'échapper. D'autres ont été arrêtés parce que, avec un contrôle d'identité, il s'avérait que leur carte d'identité n'était pas à jour puisqu'elle était renouvelable tous les ans. Et donc, nous avons, maman a été nous faire recenser. Et mon père a compris lors de ce premier internement qu'il fallait qu'il se cache puisque on internait les hommes. Alors il nous a fait changer de domicile de la rue de Cléry dans le 2e arrondissement où nous habitions à l'époque. Il nous a fait déménager au 10 rue Parmentier à Montreuil-sous-Bois. Ce sera d'ailleurs là que nous serons arrêtés. Et il est resté 15 jours auprès de nous pour nous faire connaissance avec ce nouveau quartier. Il est parti se cacher à Nantes, en Loire-Inférieure. Mais il revenait souvent nous voir et nous étions heureuses de retrouver notre père, qui était, on peut le dire, un papa gâteau. Et il était très fier de ses filles parce que pour lui, il nous demandait toujours de protéger notre maman. Et en 1942, il a décidé, lors d'un voyage qu'il faisait, pour nous rejoindre, il avait décidé qu'il prendrait un logement plus grand, parce qu'il n'avait là-bas qu'une seule pièce, pour nous faire venir avec lui, parce qu'avec la rafle du Veldiv du 16 juillet 42, pardon, du 16 juillet 42, on prend là les hommes, les femmes, les enfants. Donc là, il a voulu nous protéger. Et puis, il s'est fait arrêter.
Je vais revenir un tout petit peu en arrière, si vous voulez bien. Je voulais savoir, vos parents étaient arrivés donc enfants en France. Est-ce qu'ils étaient devenus français au cours des années? Oui. Non, Non. Ils étaient pas. je n'ai jamais compris pourquoi. Ils étaient pas. Ils n'avaient pas fait de la demande de la nationalité. Mais je l'ignorais parce que pour moi, mes parents étaient turcs, j'étais turque. Je ne me posais pas la question. D'accord. Par contre, je me la pose aujourd'hui. Enfin, depuis un certain temps quand même. Donc les premières mesures discriminatoires contre les juifs, vous les avez donc subies en tant que... Oui, bien sûr. Alors, il y avait le port de l'étoile, mais en ce qui concerne les Turcs, nous n'avions pas obligation de la porter, parce que les Turcs étaient soi-disant protégés par les Allemands du fait que c'était leurs alliés. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, mes parents, eux, sont venus, mon père en tant qu'enfant, en France, et il n'avait jamais eu de contact ensuite avec la Turquie, et ma mère non plus. Ils avaient coupé tous les liens. Tout à fait. Couper tous les liens. Donc, mais vos parents n'ont pas... Votre père a refusé de se faire recenser au moment de... Non, 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 il s'est fait Non, il s'est fait recenser. recenser au moment du statut, d'accord. Et nous nous sommes tous fait recenser. D'accord. Et donc, fin 42, alors que nous devions le rejoindre, eh bien, il s'est fait arrêter. À Nantes, donc. Oui. Est-ce Et il a été interné à Drancy. Et ça, vous l'avez su... comment est-ce que vous l'avez appris? À quel moment? Eh bien, nous l'avons appris parce que mon père a été arrêté à Nantes et, avec plusieurs, il est arrivé à la gare Montparnasse par train de voyageurs. C'était pas les wagons à bestiaux. Et là, il a jeté un mouchoir à travers la vitre et une dame sur le quai a ramassé le mouchoir dans lequel était noué à l'intérieur sa chevalière, sa montre, son alliance et un mot avec notre adresse. Et cette personne a eu l'extrême gentillesse de venir jusque chez nous nous l'apporter. Et ma mère et ma sœur étaient absentes. Je l'ai donc reçu et je lui ai demandé de bien vouloir attendre maman, qui l'aurait remerciée. Elle m'a dit non, non, c'était pas la peine. Elle est donc repartie. Ce qui fait que nous n'avons eu aucun contact avec cette personne, mais c'est là que nous avons appris que notre père était arrêté. Il ne savait pas où. Et de Drancy, il nous a écrit une lettre au crayon dans laquelle il nous disait qu'il se trouvait là. Et maman, dans le même temps, lui a dit qu'elle attendait un bébé. Ce bébé naîtra en 1943. Mon père nous a écrit, comme il avait 2 filles, il souhaitait un garçon. Il nous a écrit en nous disant « J'espère que cet enfant sera un garçon et que vous l'appellerez Joseph ». Ça a été un garçon et on l'a appelé Joseph. Et donc, votre père a été déporté depuis Drancy? Oui, par le convoi 40. Et il est arrivé à Auschwitz. J'ai donc des papiers de disparition de mon père qui en font foi. Mais depuis, nous n'avons eu aucune nouvelle. D'accord. Vous ne savez pas combien de temps il est resté au camp? D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là, quand vous... Eh bien, nous essayons, nous, de protéger notre mère, comme mon père nous l'avait demandé, d'autant qu'elle était enceinte. Et en juin 1943, mon frère naît.
et il reste avec nous jusqu'en avril 44. Toujours à Montreuil-sous-Bois, donc Toujours. vous habitiez toujours... Et maman a décidé là de le faire cacher parce que les arrestations sont de plus en plus nombreuses. Et puis il y a les interdits, c'est-à-dire différents interdits. Les personnes qui ont une profession libre n'ont plus le droit de l'exercer. On n'a pas le droit d'avoir la radio à la maison. Les jeunes et plus n'ont pas le droit d'aller dans les salles de cinéma, d'aller au bal, de se grouper à plusieurs personnes à l'extérieur. Et ce qui m'humilie, là vraiment je le ressens, alors que, bon, jusqu'en début 42, tant que mon père n'était pas arrêté, je savais bien qu'il y avait des arrestations, mais notre famille n'était pas encore concernée. Eh bien, je ne sais pas où j'en étais. Vous racontez Les interdits. Voilà. Ce qui m'a humiliée particulièrement, c'est que dans le métro, nous devions emprunter la dernière rame. Les Juifs devaient emprunter la dernière voiture. De telle sorte que si on était accompagné avec des camarades non-juifs, eh bien, arrivé sur le quai, on était obligé de se séparer. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de très humiliant. Parce que précisément, je me sentais française. Et ça a été d'autant plus dur. C'est un souvenir particulier que vous avez donc de cette période, enfin de cette humiliation-là, en fait. Oui. Particulièrement. Est-ce que, donc j'imagine, vous portiez l'étoile? Vous avez... Alors c'est une bonne question parce que, effectivement, nous portons l'étoile alors que nous n'avons pas obligation de le faire, mais nous le portons parce que j'ai de la famille qui, elle, est française et porte l'étoile. Donc, nous faisons la même chose. Donc, et il y avait le couvre-feu le soir, après 20 heures, nous n'avions pas le droit d'être dehors. On ne devait pas quitter l'endroit où on se trouvait la nuit, pas forcément notre domicile, avant 6 heures du matin. Alors par exemple, si nous étions à l'extérieur, chez des personnes, amis ou familles, eh bien, il fallait qu'on calcule le temps qu'il nous fallait, le trajet pour rentrer, parce que sinon il y avait des inspecteurs en civil au sortir des bouches de métro. Et puis si vous aviez un faciès, comme le prétendait la propagande, le juif, il avait un certain faciès, s'il était reconnu, contrôle d'identité, et bon, arrestation, même si vous n'étiez en retard que de 5 minutes. Donc, il y avait ceci. Il y avait également dans les queues pour avoir du ravitaillement, parce que nous étions taxés de feuilles de rationnement. Il y avait des queues partout, mais il n'y avait pas des queues que pour les Juifs. Seulement, les Juifs n'avaient que 2 heures par jour pour faire leurs courses, alors que la population, elle, était illimitée dans le temps. Et si vous étiez trouvé dans une file en dehors de l'heure, arrestation. Enfin, tout était sujet à arrestation. Et donc j'imagine que pendant toute cette période, vous n'allez pas à l'école. Quand est-ce que vous J'ai été à l'école quand même jusqu'en juin 40, où j'ai passé mon certificat d'études. Et après, non. Et donc, j'ai essayé d'aller dans une école privée.
l'école Pigier pour apprendre le secrétariat. Mais lorsqu'on a donné mon nom, il n'y avait plus de place. Donc, plus d'école. On en était au moment où votre mère décide de cacher votre petit frère. C'est ça, au mois d'avril, heureusement, parce que lorsque elle avait décidé de le faire, auparavant, elle avait préparé un trousseau pour mon frère pour 1 an, qu'elle a cousu, tricoté, brodé elle-même. Et notre petit frère, auquel on tenait beaucoup, est parti. On ne savait pas où, ni chez qui. Est-ce que vous avez su quelle filière ou et c'était par un réseau? Non, Non, comment non. votre mère l'a confié? Non, c'est pas du tout par un réseau. C'est par une tante qui était mariée à un frère de ma mère, qui lui était juif, et elle était catholique. Donc, elle a pris mon petit frère et un autre bébé qui lui avait 2 mois. C'était à quel endroit, ça? Est-ce que c'était en banlieue À parisienne l'époque, aussi, non? on ne le sait pas. D'accord, vous ne le savez pas. Non. Donc votre petit frère est confié. C'est ça. Alors ça a été quelque chose d'extrêmement difficile parce que ça n'est pas un cas personnel. Il y a beaucoup de mères qui ont eu cette abnégation de sauver un ou des enfants pour que si elle était arrêtée, que les enfants puissent être sauvés. Et d'autre part, je me suis posé la question après, que deviennent ces enfants si les parents ne sont pas de retour? Ce sont des enfants, ce sont des orphelins à part entière, ce qui s'est produit pour la plupart. Et comment est-ce que, en avril 44, qu'est-ce que vous percevez de la situation, de l'évolution de la guerre? Dramatique, ben oui, là, on est au pied du mur. On avait toujours positivé avec mon père. Parce que pour lui, il y avait toujours des solutions à tout. Il nous a élevés de cette façon. Et surtout en nous responsabilisant. Ce qui, par la suite, nous a sauvés. Et donc là, on se rend compte parfaitement du drame que nous sommes en train de vivre, parce que dans le quartier où nous allons tous les jours, le quartier du 11e arrondissement, lorsqu'on prend le métro de Montreuil-sous-Bois pour aller dans le quartier oriental, qui est la place Léon Blum, tous les jours il y a des arrestations. Et qui dit arrestation dit les scellés. Et il s'en est fallu de peu que je ne revienne pas de déportation, ma sœur non plus, parce que le 16 juillet 1942, c'est la rafle du Veldiv, il se trouve que ce jour-là, c'est l'anniversaire de ma sœur. Elle est née le 16 juillet. Donc nous avons décidé de fêter ça avec la famille qui n'était pas encore décimée dans le 11e arrondissement. Et lorsque nous sommes rentrés le soir à notre domicile, nous avons appris par des voisins que tous les immeubles ont été ratissés. Cette fameuse rafle du Veldiv n'a pas épargné la banlieue. Et c'est parce que c'était l'anniversaire de ma sœur que nous avons été sauvés. Parce que sinon, du fait qu'on ne rentrait pas à Auschwitz, au camp, avant 16 ans, eh bien à cette époque, j'aurais eu moins de 16 ans et ma sœur encore plus, nous ne serions pas revenus. C'est grâce à l'anniversaire de ma sœur. Donc vous Et n'étiez beaucoup pas... de camarades, beaucoup d'amis que nous avions,
de voisins amis ont été arrêtés cette date-là. D'accord. Et donc on est avril-mai 44 Et en juin, vous avez été arrêté en juin. Déjà le 6 juin, c'est le débarquement sur les plages du Nord. Nous avons là pensé que c'en était terminé de l'horreur des arrestations. Il n'en a rien été puisque le 23 juin, dans la nuit, enfin 6 heures du matin, on a frappé à notre porte. Et là, bien sûr, nous le savons, c'est l'arrestation. C'était des Allemands ou la police française? C'est des inspecteurs en civil français. Nous n'avons pas eu affaire avec les Allemands. Et ce jour-là, après le couvre-feu du 22 au 23 dans la nuit, nous avions des cousins qui étaient venus avec nous à notre domicile. Ils ne pouvaient plus en repartir parce qu'il était plus de 20 heures. Donc ils ont dormi, ça c'était un droit, on pouvait être n'importe où. Le principal, n'en pas sortir. Ils étaient chez nous et lorsqu'on a frappé à la porte, maman, elle, a fait lever mes cousins, c'était des jeunes mariés, et elle a fermé le divan et les a dirigés derrière un rideau où c'était là notre vestiaire. Et ma sœur, elle, avait les tickets de rationnement avec lesquels on allait chez les commerçants prendre ce à quoi nous avions droit. Et elle a découpé en petits morceaux les tickets de rationnement et a été les jeter dans les WC. Et moi, j'avais la carte de rationnement avec laquelle on nous délivrait les tickets de rationnement. Et c'est moi qui avais cette carte. Et moi, j'ai fait comme ma sœur, je l'ai découpée en petits morceaux, mais moi, je les ai avalés. Je n'ai pas du tout pensé à la solution plus pratique. Et alors là, nous avons ouvert la porte, 2 inspecteurs en civil, préparé quelques vêtements. Ma mère a demandé pourquoi. Et ils lui ont dit, contrôle d'identité, elle a montré sa carte d'identité, nous sommes en règle, effectivement. Mais, par précaution, prenez quand même quelques vêtements et un peu de ravitaillement. Et maman ne voulait pas aller chercher des vêtements derrière ce rideau, puisque là se trouvaient nos cousins. Alors elle a dit, il fait très beau, c'est l'été, on n'a pas besoin de prendre de vêtements, on rentre bientôt à la maison. Elle a dit avec tellement de naturel que ça pouvait passer. Mais ce qui n'a pas passé, c'est que le parquet craquait dans la direction du vestiaire, tellement ma cousine tremblait de peur. 3 mois auparavant, c'est ses parents, son frère, sa sœur qui ont été arrêtés. La même chose pour son mari. Elle a donné à garder son bébé 2 mois auparavant, ça faisait beaucoup. Et donc le parquet a craqué dans cette direction, qui a fait dire à l'un des inspecteurs, si quelqu'un est caché derrière ce rideau, qu'il sorte. Ah, ils sont sortis. Et il a demandé à mon cousin, qu'est-ce que vous faites là? Couvre-feu, service militaire. Il s'est trouvé que les deux, et l'inspecteur et mon cousin, avaient fait leur service militaire à Thionville. Et il lui a dit, alors là il s'est un peu radouci, et il lui a dit, je suis pupille de la nation, mon père est mort des suites de la guerre de 14. Et il avait les papiers sur lui, une chance. Il s'est radouci. Il a dit, bon, c'est bon, ta femme et toi, vous pouvez partir. Et mon cousin en a profité pour dire, est-ce que je peux prendre la petite? C'était ma sœur. Il a dit, je ne suis pas venu arrêter les Mandelson, nous sommes venus arrêter les Eskénazis. Ce qui a fait penser qu'ils avaient quand même un certain libre arbitre, puisqu'ils laissaient en liberté 2 personnes, adultes, et ils n'ont pas eu pitié d'une gamine.
Bon, alors ils sont partis, et puis nous avons passé la nuit au commissariat, et le lendemain, dirigés à la prison de la Santé, où nous sommes restés une nuit, dirigés ensuite sur Drancy. Là, nous n'y sommes restés qu'une semaine, du 24 au 30 juin 1944. Et ce qui était terrible, donc nous n'y sommes pas restés longtemps du tout, mais ce qui était terrible, c'est de voir tous les noms portés sur des listes en partance pour on ignorait quel endroit. Alors tous les jours, il y en avait une ou plusieurs, des listes qui étaient constituées de 1000 à 1100 noms en moyenne. Et chacun de se reconnaître ou non. Et ça a duré 8 jours jusqu'enfin, ça a été le nôtre. Et là, au camp, nous avons, de Drancy, retrouvé notre grand-mère. Et c'est ainsi que nous sommes partis, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et moi, le 30 juin 1944, où on nous a fait monter dans des bus en partance pour on ne sait quelle destination. Nous pensions tout de même que c'était pour aller travailler en Allemagne, où là-bas nous aurions trouvé nos parents. Votre grand-mère avait été arrêtée? Oui, elle a été arrêtée là, en fait le même jour que nous. Ah, d'accord. Mais elle a été arrêtée à Paris, dans le quartier du 11e arrondissement, où elle avait toutes ses vieilles amies. Elle habitait le même hôtel. Et nous avons été arrêtés à Montreuil. D'accord. Et donc, je me rappelle plus là parce que vous m'avez coupé. Oui, donc on est au 30 juin, vous montez Oui. dans des bus. On monte dans les bus et avant de monter, je regarde, parce que nous sommes là gardés par la gendarmerie française, je regarde autour des grillages. Derrière les grillages, la population. Elle est là qui nous regarde partir sans que personne ne bouge. Alors qui monte dans ces bus? Des hommes, des femmes, des enfants? Ceux qui sont arrêtés parce que dans les derniers temps, on va dans des maisons refuges chercher des enfants. On va dans les hôpitaux, dans les maternités. On arrête les personnes et la population voit ces personnes monter dans les bus. Il n'y en a pas un qui bouge. Et je me suis posé cette question, mais que sommes-nous en regard d'une population qui devrait nous défendre, puisque nous n'avons rien fait de mal, sinon que d'être nés juifs, c'est tout. Et encore, moi et ma sœur, moins que les autres ne pouvions comprendre, puisque nous nous sentions à part entière françaises. Nous sommes montés dans ces bus, et à un moment donné, dans ce bus où il est inscrit à l'avant du bus, ce bus ne prend pas de voyageurs, non. Il prenait des juifs qu'on amenait à l'abattoir, en réalité. Il fait une brusque embardée qui nous a fait nous projeter les uns contre les autres, et à haute voix, il a dit « Mais pour un peu, j'aurais écrasé ce chien !» Et moi, je me suis dit « Mais si la pitié d'un chien, que sommes-nous, nous ?» Et à chaque fois que je fais un témoignage, il me revient toujours cette phrase qui épargne un animal. Je ne suis pas contre qu'on épargne un animal, mais de là à transporter des centaines et des milliers de personnes dont on ne connaît aucun retour,
et il fait cette triste besogne à longueur de journée, que représentons-nous? Donc, nous voyageons dans ce wagon. Donc, on en est au 30 juin 1944. Nous arrivons à la gare de Bobigny, où là, on nous fait descendre, et devant nous, eh bien, ce sont des wagons à bestiaux. Alors, je suis très surprise, comment allons-nous monter dans ces wagons? Et avec une certaine difficulté, parce que ce n'est pas facile à franchir. Et il n'y a de place à l'intérieur que même pas pour 40 personnes. Et nous montons à 100 à 110 personnes par wagon. Nous sommes entassés et nous laissons la priorité, nous les jeunes, nous laissons la priorité aux personnes âgées, aux personnes malades, aux personnes, les femmes enceintes, fatiguées, enfin. Nous vivons dans des conditions de promiscuité très difficiles parce que nous sommes début juillet, il fait très chaud. Et je n'allongerai pas sur ce premier voyage en wagon à bestiaux parce que j'ai vécu 2 autres wagons à bestiaux à 2 autres étapes qui ont été beaucoup plus difficiles. Et au bout de 3 jours et demi, le train ralentit. On ne sait pas pourquoi, mais c'est là où on va nous débarquer. Et j'essaye de voir à travers les 2 bouches d'aération qui sont faites pour donner un peu d'oxygène à des animaux. Et là, nous sommes des êtres humains. Et là, lorsque je me mets à cette aération, j'aperçois, on va dire, une vision cauchemardesque, indescriptible. D'abord, la première des choses, j'ai la gorge qui a du mal à respirer encore plus parce que il y a une odeur âcre. Quelle est cette odeur? Je l'ignore. J'apprendrai après que c'est celle du four crématoire. Et à perte de vue, il y a, ce sont des plaines, à perte de vue, il y a des baraquements, des hautes cheminées qu'on appellera des cheminées de cuisine. Et puis, je ne me rends pas compte que dans ce ciel noir, c'est les fours crématoires, parce que là, à l'intérieur, on ne voit pas. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un monde étrange qui vit là. Ce seront des femmes, parce que à cette époque et depuis le mois de mai 1944, les wagons à bestiaux entrent à l'intérieur du camp. Et avant ce mois de mai, les wagons à bestiaux restent dehors. Donc elles ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais là, oui. Et je vois des femmes, parce qu'elles portent des haillons féminins, très peu de costumiers, qui représentera le déporté. Quelques-unes portent des petits foulards sur la tête, mais la plupart n'en ont pas. Et elles courbent l'échine. Pourquoi? Parce que les coups pleuvent. Alors, elles sont données par qui? Par des capots. Des femmes, on va dire corpulentes, alors qu'elles sont cadavériques, qui sont vêtues de noir avec des bottes de cuir et un brassard blanc sur lequel est inscrit 4 lettres K-A-P-O en noir. Et avec des cannes,
elle tape. Et la plupart des personnes qui sont là et qui sont frappées essaient de se protéger la tête. Et ce que je vois surtout, de réflexion, elles ne se défendent pas et elles n'ont pas de cheveux. Et dans l'instant même, je me suis dit, en deux réflexions, ton père est venu ici en 1942, tu ne le retrouveras jamais. Effectivement. Et la seconde, ce que tu vois devant toi, tu vas le devenir. J'étais objective tout de suite. Et je me suis dit que pour sortir de là, il faudra se défendre. Comment? Je ne sais pas. Mais pour en sortir, il faudra faire quelque chose. Et nous sommes descendus. Et alors là, il y a eu le tri, à gauche, à droite, que vous connaissez. La seule chose que j'en dirais, c'est que je retiendrai toute ma vie les cris déchirants des personnes qu'on sépare. Les hommes, des femmes, les fiancés, les frères, les sœurs, c'est horrible, horrible. Je pense que chaque déporté en aura un souvenir dramatique, inoubliable. Et là s'effectue un deuxième tri. Il ne rentrera au camp des femmes qu'environ 250 personnes. À cette époque, moi je me dis, nous sommes encore des personnes. Mais donc, dès qu'on aura franchi le seuil, nous ne sommes plus des personnes. Nous ne sommes plus rien. Alors, nous avons eu la chance, ma mère, ma sœur et moi, ma grand-mère est partie directement dans les camions, on ne sait pas où, et nous avons fait ainsi un bon bout de chemin, et on nous a amenés dans une très grande salle où on s'est déshabillé. Là, déjà, moi je n'avais jamais vu ma mère nue. Heureusement, je n'ai jamais voulu baisser les yeux pour la voir. Je n'ai pas connu le corps de ma mère, volontairement. Et on nous a fait passer ce que je vais appeler une petite douche, quelques gouttes, on va dire, sans savon ni serviette pour s'essuyer. Ensuite, on nous dirige vers un endroit où on va nous donner des vêtements. Alors nous n'avons pas eu le même parcours qui fait dire que chaque témoignage est unique. Il y en a qui ont eu très peu des sous-vêtements. Mais pour la grande majorité, on va dire 90%, n'en ont jamais eu. Ce qui fait que durant toute cette période, nous n'avons jamais eu de sous-vêtements. Et, qui plus est, pour notre part, nous avons reçu des haillons que j'appelais des sacs de pommes de terre. Pourquoi? Parce que la matière était très rude et avec des petits trous. Et il y avait 2 préposés aux ficelles. Ficelles courtes, ficelles plus longues. Les courtes, c'était pour, à travers un trou d'un côté et de l'autre, faire une espèce de bretelle qu'on nouait, ce qui faisait tenir ces morceaux qu'on avait, et une autre pour la taille, plus grande donc. Après, on nous a fait asseoir sur des tabourets et avec des monticules de cheveux derrière, ce que j'appréhendais, parce que j'aimais ma chevelure, j'avais une chevelure abondante, et puis là, c'est la féminité qui s'en va.
Alors là, on nous a tiré sur le cuir chevelu et on nous a hachuré les cheveux, qui sont tombés derrière, où il y avait des blonds, des bruns, des châtains, des roux, des nœuds dans les cheveux, des papillons, des bouclettes, des tresses. Tout ça était par terre. Ah bah comment ça se fait? On peut arrêter? C'est bon. Vous pouvez. Et lorsque on nous a hachuré les cheveux, ça a été pour moi un moment très très pénible, un des grands moments forts d'humiliation que j'ai ressenti. Après, on nous a fait allonger sur des bancs, et là, on nous a tondus de toutes parts. Ensuite, on nous a amenés devant des tables où il y avait des plumiers et de l'encre de Chine, où on nous a tatoués. C'est ainsi que je porterai le numéro A8564. Ma mère le 65 et ma sœur le 66. Et lorsqu'on a tatoué le bras gauche de ma mère, on lui a demandé, comme à moi, de décliner son identité. J'avais dit pour ma part René Eskenazi et elle, Fortuné Eskenazi. Elle a reçu 2 claques. On lui a demandé de répéter à nouveau pour porter sur le registre le matricule et le nom. Et lorsqu'elle a voulu dire « je m'appelle Fortuné », elle n'a même pas eu le temps de dire Eskenazi. Elle a reçu 2 paires de claques qui l'ont fait tituber. Et on lui a dit « ici, tu t'appelleras Sarah ». En réalité, j'ai su seulement après et au retour que les femmes étaient considérées être des Sarah et les hommes des Israël. En réalité aussi, on ne nous a jamais appelés ni par nos prénoms ni par nos noms. Et donc après, nous avons été en quarantaine. Il a fallu qu'on apprenne le jargon du camp, c'est-à-dire obéir aux ordres. On appelait en particulier les Français les qu'est-ce qu'il a dit, parce que tout le monde ne comprenait pas les 2 langues, une qui était la polonaise, puisque nous étions en territoire polonais, et l'autre, l'allemand bien sûr. Et après cela, il fallait apprendre par cœur notre matricule dans les 2 langues, et nous avons fait partie de commandos. Il y avait plusieurs commandos, dont le nôtre qui était le commando de l'extérieur, qu'on appelait le House Commando. C'était un des plus durs parce que travailler à l'extérieur voulait dire par tous les temps. Et là-bas, ça n'est pas comme le climat de France qui est tempéré. C'était un climat très très dur. Là-bas, à l'époque où nous sommes arrivés, c'était la canicule. J'ai beaucoup souffert de la canicule, de la soif, des appels interminables. Chaque appel ne faisait pas moins de minimum 2 heures, parce que après, il fallait compter, et le matin et le soir, les appels étaient absolument interminables. Et donc, dans ce commando, on poussait des wagonnets qui étaient remplis à ras-bord de pierre, et ils déraillaient tout le temps. Alors le wagonnet devant déraillait, nous étions 3 à pousser chaque wagonnet, ceux de derrière déraillaient comme nous, et eh bien nous recevions des coups, parce que on ralentissait la marche. C'était très 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 difficile. Ensuite, quant à l'hygiène, nous n'avions déjà pas d'eau potable. Dans chaque bloc, il y avait un robinet à l'extérieur où on devait passer pour faire un semblant de toilette, mais sans rien, et on recevait des coups, parce qu'il y en avait 1000 environ à passer par robinet, donc il fallait faire extrêmement vite. Il y en a qui refusaient même
sur cette fin de période, qui refusait même d'y passer parce qu'elle préférait ainsi éviter les coups. Et puis lorsque nous étions à l'appel, eh bien, il fallait résister après une journée de travail harassante. Il fallait résister, se tenir debout 5 par 5. Et durant l'appel, il en mourait encore. Alors il faut se dire que la solidarité a été une phrase clé dont nous avons essayé de nous servir au maximum. Parce que sans la solidarité, on n'était rien. Il a fallu la pratiquer et j'ai entendu dire qu'elle s'est pratiquée au maximum, davantage chez les femmes que chez les hommes. Pour ma part, on était très solidaires les unes des autres. Et puis on avait aussi des moments, nous les jeunes, je ne vais pas dire d'hilarité, mais des fois on pouffait de rire à voir l'accoutrement qu'on avait, quelle allure on avait. On riait parfois les unes des autres, mais dans notre fort intérieur, on se disait, surtout les jeunes, on va s'en sortir. J'ai fait partie de celles qui ont pensé que je m'en sortirais. Parce qu'il fallait avoir un moral d'acier. Il fallait aussi se dire que, comme beaucoup de camarades, bon, dans 2 heures, on sera libéré. S'il nous avait fallu attendre plusieurs heures ou le lendemain, on aurait cédé et on n'aurait pas tenu. Parce que c'était trop dur. Il faut se dire qu'un jour après l'autre et un autre jour, nous étions épuisés par la malnutrition, par la maladie, par le stress, la peur des sélections. On sait là que nos familles sont passées par les chambres à gaz, par le four crématoire. Donc il y a eu des commandos qui ont été, pour certains, privilégiés, qui ont fait qu'ils ont tenu davantage que d'autres. Mais nous qui étions des commandos des plus durs, eh bien, vivre là, par exemple, depuis 1943, on n'aurait pas résisté. Il aura fallu faire partie d'un commando un tant soit peu privilégié. Qu'entend-on par là? C'est peut-être travailler dans un bloc, c'est-à-dire quand même à l'abri des intempéries, que ce soit le vent, la pluie, la neige. Voilà. Donc j'ai vécu des situations très difficiles, mais plus elles étaient difficiles, et plus elles me renforçaient dans l'idée de me dire, si tu veux t'en sortir, t'as pas le choix. Alors il fallait saisir une opportunité, parce que nous avons eu plusieurs fois un facteur chance qui est intervenu. Avons-nous saisi cette chance plusieurs fois? Parce que c'était notre destinée, parce que c'était la foi. Moi, je croyais en Dieu, je crois toujours en Dieu. Le jour du grand pardon, j'ai refusé la soupe qu'on nous donnait. Et pourtant, Dieu sait que cette soupe, elle n'avait rien d'appétissant, mais bien contente de l'avoir. Le morceau de pain noir, avec du vert de gris dedans, moisi, dur. Combien de jours, à l'arrivée, sommes-nous restés sans pouvoir le manger, mais après, bien contente d'en avoir un morceau. Nous n'avions pas le choix. Et je dirais quand même que le corps humain a beaucoup de résistance. Parce que, est-ce que c'est nos parents qui nous ont donné cette santé au départ? Moi, chez moi, je n'avais jamais vu auparavant de docteur. Les docteurs ne venaient pas pour notre famille.
Est-ce que nous en avons hérité? Ça y contribue également. Et puis nous étions jeunes. Alors, pour ma part, j'ai aidé au bon moral de certaines de mes camarades qui flanchaient, par exemple. Moi, je ne pense pas que j'avais besoin d'être aidée parce que j'allais au-devant des autres. C'est ça le sens des responsabilités que nous ont donné nos parents, qui nous ont servi déjà au camp. Ensuite, je voyais ma mère, elle, que je pensais de santé fragile, dans sa tête aussi. Je n'ai jamais autant admiré ma mère qu'au camp. Parce qu'elle aussi allait au-devant de ses camarades du même quartier. Nous avions été arrêtés en même temps, ou elles étaient là 2-3 mois auparavant. Et elle les encourageait. Elle chantait, elle avait une très 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 belle voix, et elle chantait des chants orientaux, venus de Turquie. Et donc, elle essayait, elle aussi, avec beaucoup de distinction, qui ne l'a jamais quittée, et avec beaucoup de sobriété. Elle ne s'est jamais plainte, jamais. Et je n'ai jamais autant admiré ma mère parce que je la croyais pas comme ça. J'étais et je suis toujours fière d'elle. Ça m'a beaucoup aidée. Et donc nous avons vécu là-bas. Pour ma part, j'ai dû partir au mois de novembre 1944. Mais auparavant, j'avais eu les pieds brûlés parce que du liquide bouillant était tombé sur mes pieds. 50 litres, un tonneau. Et j'ai eu les chairs déchiquetées. Donc, j'ai été, pour raccourcir cette étape, j'ai été moi-même au revire. Le revire, c'était, vous connaissez. Et je fais quand même une parenthèse là, parce que j'y suis restée 3 semaines, et à cette époque, vivre 3 semaines au revire, alors qu'on n'était là que pour mourir. À cette période, ceux qui entraient dans le revire n'en ressortaient pas. Et j'ai su après que ma mère me croyait morte. Ma sœur aussi. J'aurais su après que ma sœur a été séparée de ma mère au mois d'octobre. Pour aller où? On ne savait pas. J'ai su après qu'elle est partie à Bergen-Belsen. Et moi, tous les jours, dans ce revire, sur un pied, parce que l'autre, je ne pouvais pas le poser par terre, je sautillais tous les matins, vers les 3-4 heures du matin. Il y avait une personne qui venait de l'extérieur, avec du grésil, de la poudre de grésil. Elle en mettait tout autour des plinthes de ce bloc de revire. Et elle mettait également une dizaine de petites cuvettes avec de l'eau. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que pour accéder au robinet d'eau, on recevait des coups. Et bien là, il y avait des petites cuvettes, une dizaine. C'était une fortune pour l'hygiène. Bien sûr, sans savon ni serviette, on le sait. Et je prenais de cette poudre de grésil, je me frottais la tête avec, c'était un désinfectant. Je m'en induisais le corps parce qu'il y avait des poux de corps également, des poux de tête et des poux de corps également qui faisaient des trous dans la chair. Pour ma part, j'en ai été épargnée et j'en mettais sur mes pieds. Alors, ce que ça me faisait souffrir est indescriptible, mais quelque part ça cautérisait. C'est le seul moyen que j'avais trouvé de me soigner comme je pouvais. Et après, je prenais 1 ou 2 cuvettes
et je m'en servais comme une douche et ça séchait comme ça sur moi. Je me sentais mieux et je savais que grâce à ça, peut-être je survivrais. Et là, il y avait le docteur Minguelet qui passait tous les jours pour les sélections. Lorsqu'on prenait le matricule d'une personne à mettre sur le registre que l'infirmière tenait, eh bien ça voulait dire, au sortir de là, chambre à gaz, on le savait, et four crématoire, on le savait. Et tous les jours, il s'en allait comme ça. Et moi, j'avais une bonne apparence, j'étais jeune déjà. Lorsque j'ai été déportée, j'étais, on va dire, rondelette. Ben, ces quelques kilos que j'avais de plus m'ont servi là-bas. Et puis, mon pied, ben, mes pieds, si on ne les voyait pas, me mettaient un peu derrière. Moi, je passais facilement. Donc, était-ce de l'inconscience? Par rapport aux autres, moi, j'avais moins peur. Et ben, un jour, il s'est rendu compte que j'avais mon pied qui était brûlé. Donc, j'ai été tirée par son bec de canne et je suis sortie du rang alors que des appels l'ont appelé vers l'extérieur ainsi que son assistant. C'est ainsi que l'infirmière m'a expliqué que, au lieu de mettre mon matricule, elle a mis le matricule d'une autre qui se mourait. C'est-à-dire, il en mourait tous les jours. Et on connaissait le temps de râle, les derniers souffles de vie. On le connaissait, on savait qu'il y en avait une, elle en aurait pour 1 heure, l'autre une demi-heure, l'autre un quart d'heure. On le savait d'avance. On a vécu dans ce revire entre la vie et la mort. Et donc elle a mis une autre à ma place, qui mourait. Sinon je n'aurais pas accepté qu'on mette quelqu'un d'autre à ma place. Mais elle m'avait pris en quelque sorte en protection parce que elle disait de moi que j'étais propre et courageuse. Propre parce que, bon, ça se voyait, je me levais tous les matins. Et puis courageuse parce que je souffrais. Et bon, c'était ainsi. Et elle m'a embrassée. Elle m'a fait sortir. Parce qu'il n'était pas question qu'on me retrouve là. Et lorsque je suis sortie, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de différent dans le camp. Alors qu'était-ce? Eh bien, déjà, il y a eu un four crématoire où il y a eu une révolte et le four crématoire a sauté. Grâce à des résistantes héroïques qui l'ont fait sauter. Et déjà, là, les Allemands avaient très très peur parce que l'arrivée des Russes, les nouvelles disaient que c'était les Russes qui approchaient, effectivement, puisque nous nous trouvons là presque fin novembre, et les Russes sont arrivés 2 mois après. Donc, j'ai essayé de retrouver ma mère, qui me croyait morte. J'ai mis plusieurs jours, plusieurs nuits exactement avant de la retrouver. Et enfin, j'ai retrouvé ma mère, qui elle croyait que j'étais un fantôme. J'étais bien moi. Et donc, on s'est embrassés, je ne vous dis pas. Et elle était dans une koya, ce qu'on appelle les koyas, c'était des planches dans lesquelles on dormait. Et il y avait 3 planches, mais les planches n'étaient pas suffisamment hautes pour se tenir assis sans baisser la tête. C'est ainsi que là j'ai pu embrasser ma mère tout en étant, elle, la tête penchée. Et je ne l'ai vue que quelques minutes, dans lesquelles elle m'a dit que ma sœur, elle ne savait pas où elle était partie. Et après, parce que j'ai bien fait au moins 3 kilomètres avant de retrouver le bloc où se trouvait ma mère, j'allais de bloc en bloc. J'appelais maman, maman, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée. Et il me fallait un temps de retour pour retourner pour l'appel.
J'apprendrai ainsi que le lendemain, j'ai été sélectionnée pour partir travailler en Allemagne. Alors je suis retournée dans la nuit voir ma mère pour lui dire qu'elle demande à sa doctoresse si elle ne pouvait pas venir avec moi. Mais la doctoresse, qui s'était prise d'amitié pour ma mère, comme moi, celle qui m'a sauvé la vie, et elle a dû refuser son départ parce que elle n'aurait jamais pu monter dans le wagon à bestiaux qui nous amenait à direction de l'Allemagne. Elle n'aurait pas eu la force. Et c'est la doctoresse qui, elle, aurait payé de sa vie, alors que dans le revire où elle était, on avait besoin d'elle. Donc elle a refusé à ma mère son départ, et c'est ainsi que nous avons dû, le 18 novembre 1944, nous dire adieu. Je vous laisse à penser que ça pouvait être dur. Déjà, je ne sais pas où est ma sœur. Je vais quitter ma mère. Mon père, je ne le retrouverai pas. Je sais que ma mère, je ne la retrouverai pas non plus. Et il me faut partir. Alors, comme nous sommes tenus par le temps, je ne peux pas m'éterniser sur ce fait, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et je retiendrai les paroles de ma mère qui seront les suivantes. René, je sais que toi tu rentreras. J'espère que tu retrouveras et ta sœur et ton frère et qu'ensemble, tous les trois, vous vivrez heureux. Elle m'a embrassée, ça a été ses dernières paroles, je ne l'ai jamais revue. Et je suis partie en courant vers ce wagon qui nous attendait, où nous sommes montés pour la deuxième fois. Là, le voyage est d'autant plus pénible que, toujours pour un même temps, 3 jours et demi, nous partons. On ne sait pas où, mais on sait que c'est pour travailler. Donc, rien ne pouvait être plus dur que ce camp où je laisse ma mère. Et lorsque nous arrivons au bout de 3 jours et demi, il faut savoir que la situation est d'autant plus pénible pour nous que la différence par rapport au premier voyage, c'est que dans le premier, on est resté une 8aine de jours seulement à Drancy. Donc nous étions saines, tandis que là, nous avons 7 mois à Auschwitz, qui rend la situation beaucoup plus difficile. Et lorsque nous arrivons en Saxe, à Willistal, on nous mènera dans une école maternelle. Pourquoi une école maternelle? On peut se poser la question. On nous met dans la cour et au centre de la cour. Après, on fait venir des bambins, école maternelle, des blonds aux yeux bleus. Et ils font une ronde autour de nous et ils chantent une chanson avec leur maîtresse dans lequel il y a le mot Juden, donc juif. Ils se rapprochent de nous, ils crachent sur nous. Ils refont une ronde en se reculant et là, ils avaient des pierres dans leur poche, ils nous jettent des pierres. Et je me suis posé la question, qui de nous était le plus à plaindre? Moi, j'ai opté pour eux. Parce que je me suis dit, comment peut-on, presque au sortir du ventre de leur mère, des bambins qui sont adorables, leur inculquer la haine de l'autre? Que deviendront plus tard ces adultes? On leur a appris de leur plus jeune âge la haine du juif, ils l'entraîneront avec eux. Quel sera leur futur? Alors que je n'aurais pu penser qu'à moi, j'ai pensé à ce que eux deviendraient. Pourtant, à cette époque, j'ai eu mes 18 ans au camp. On aura dit de Primo Levi qu'Auschwitz aura été son université. Moi, je dis qu'Auschwitz a été mon observatoire. Parce que là-bas, j'ai observé la vie et la mort.
Et depuis, malgré que j'ai fait d'autres camps, j'ai toujours observé. Et ça m'a mis, ces observations m'ont bien mis 20 ans sur les épaules. Et de là, on nous a amenés dans une usine, c'était au creux d'une montagne, et il y avait 4 étages de cette usine, avec toutes les peintures, camouflages qu'il y avait, on était incapable de voir qu'il y avait là une usine, qui faisait combien de long. Et nous avons là travaillé, alors à peine on est arrivé, on s'est toutes dit quand même, d'ici on s'en sortira. Parce qu'on était là pour travailler, on ne nous aura pas enroué de coups. Effectivement, on n'a pas été battus, on a eu de la soupe tous les jours. Ce qu'il y a, nous n'avons pas quitté l'usine et nous sommes arrivés, le petit village c'était Flossenburg, c'était Willichtal, mais le camp était de Flossenburg. Mais nous n'avons pas été dans ce camp où il y avait des blocs, où beaucoup sont morts aussi. C'était pas notre cas. Nous, on travaillait dans l'usine et on logeait dans des planches toutes seules. C'était plus à 10-12 dans des koyas, une seule. Et ce qu'il y a, nous ne sommes jamais sortis de là. Il y avait des ouvriers allemands qui avaient ordre de ne pas nous adresser la parole. De toute façon, ils n'en avaient pas l'intention. Et donc là, on se sentait des reclus, mais à côté d'Auschwitz, rien à voir. Nous devons le reconnaître. Et le 15 avril 1945... Excusez-moi, vous pouvez juste dire, c'était une usine de quoi? Qu'est-ce que vous faisiez Nous faisions des pièces détachées, j'appartenais au groupe Maille, avec une dizaine de mes camarades. Et depuis Auschwitz, nous formions des groupuscules où chacun avait son petit groupe de solidarité, d'affinité, d'appartenance de pays, de voisinage, de domicile. Chacun avait son petit groupe. Et donc là, avec mon groupe, que j'ai d'ailleurs retrouvé au retour, la question était... Je voulais savoir dans quelle usine vous travailliez, ce que vous faisiez comme oui. Usine de pièces. On faisait partie du groupe Maille et c'était un travail de force. Nous travaillions dans des tours, sur des tours, à façonner des pièces détachées de motocycles. Et donc, on avait pris les plus fortes pour travailler dans ce groupe qui, elle, avait des tsulags, c'est-à-dire des suppléments le soir, parce que nous étions les travailleuses de force. Et moi, je n'avais jamais droit à ce supplément, parce que si tout le monde faisait du sabotage, moi j'en faisais plus. Alors j'étais pas punie, sinon de nourriture supplémentaire. Et en quoi consistait ce sabotage? Eh bien, on avait des appareils de contrôle des pièces. Il fallait que ce soit juste ou à rectifier. Et les autres aussi faisaient du sabotage, mais moi j'en faisais plus, c'est pourquoi j'étais punie. Alors au début, j'essayais de me mettre dans la file où on recevait un supplément de soupe, et puis je l'ai fait 2 fois, parce qu'à chaque fois on me sortait du rang et je passais à côté de mes camarades, mais je savais qu'on ne me ferait pas de mal, on avait besoin de mon travail, même s'il y avait des pièces qui n'étaient pas bien faites, elles étaient faites quand même. Et le 24 décembre, ce sera demain, le 24 décembre 45. Non, 44. Le 24 décembre 44, oui, parce que nous sommes partis... Vous êtes partis d'Auschwitz en novembre? En novembre. Donc en décembre 44, vous étiez voilà. Dans cette usine? Eh bien, ce jour-là, on a appelé mon numéro qui, dans cette usine, c'était le numéro 28,
28, j'avais le numéro 28, on m'a appelé, et j'ai dû descendre avec l'ingénieur à l'usine. Il a fait tourner les machines. Il y avait pas mal de machines qui ont tourné parce que c'est pas chaque machine qui était individuelle. C'était tout un banc. Et là, j'ai dû travailler toute la nuit de Noël. Et demain, ça fera 60 ans. Bon, ben, c'est la seule punition. J'ai appelé mon numéro, mes camarades se demandaient, parce que nous avions fini de travailler la journée, là c'était le repos. Le lendemain, à Noël, on n'aurait pas travaillé. Se demandaient pourquoi on m'appelait. Et lorsque je suis descendue, je me suis trouvée avec cet ingénieur qui était assis en face de moi, et toute la nuit, ben, il a croqué des pommes en regardant le travail que je faisais. Et donc, ben, j'ai travaillé toute la nuit. Je savais qu'il ne m'aurait pas fait de mal. Il voulait me punir par le travail, mais en même temps, il s'est puni lui-même parce qu'il a passé sa nuit comme ça. Une façon de se venger de quoi? Je ne sais pas. Et ensuite, eh bien, quand je suis rentrée, alors mes camarades, alors, ben alors j'ai travaillé. C'est tout. Et chaque 24 décembre, comme j'y penserai encore demain, tous les 24 décembre, je repense à cette nuit de Noël où j'étais toute seule dans l'usine à travailler. Et ensuite, eh bien, le 15 avril 1945, donc, les Anglais approchaient, on entendait la canonnade et on pensait là qu'on serait libérés. Il n'en a rien été. On est remonté à nouveau dans des wagons à bestiaux. Nous n'avons donc pas vu les Anglais. Et tous les camps où on s'arrêtait refusaient de nous prendre. Pourquoi? Parce que nous étions des déportés d'Auschwitz. Déportés d'Auschwitz, ça voulait dire c'était le seul camp où on tatouait et on coupait les cheveux. Dans les autres camps, on ne coupait pas les cheveux, on n'était pas tatoués. Donc les chefs de camp ne voulaient pas de nous. Ils savaient parfaitement que les déportés seraient libérés. Ils ne voulaient pas de nous. Ce qui fait on allait de camp en camp, de camp en camp. On restait dans les wagons. Et puis on s'en allait jusqu'à ce que nous atteignions en Tchécoslovaquie le ghetto de Theresienstadt. Là, nous avons attendu la libération. Alors, dans ce wagon à bestiaux, ça a été quelque chose d'horrible. J'ai vécu là plus de souffrance qu'à Auschwitz. Parce que il y avait l'interprète qui était dans ma voiture, mon wagon. Et l'interprète, c'était elle, du fait qu'il y avait plusieurs langues. Tout le monde ne comprenait pas l'allemand ou le polonais. Donc, l'interprète était là pour expliquer les ordres qui nous étaient donnés. Alors, à chaque arrêt pause pipi, on nous donnait un morceau de pain ou un peu d'eau. On demandait l'interprète. Et après avoir quitté donc Flossenburg, l'usine, peu après, la porte du wagon s'est entrouverte. Et il y a eu des résistants qui ont demandé qu'on saute. Et j'ai aperçu au loin des lumières de ville. Et l'interprète est venu me trouver, elle m'a dit, il y en a déjà 18 qui sautent. Tu sautes? J'ai dit, non, non, moi je ne saute pas, et toi non plus tu ne sautes pas. Elle m'a dit, pourquoi je ne sauterais pas? J'ai dit, parce que au prochain arrêt, on va demander l'interprète. Les autres, elles peuvent sauter, c'est pas elles qu'on va demander. Mais quand on va demander l'interprète, et que toi tu ne seras pas là, c'est les autres qui vont prendre. Alors toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, moi je saute. Elle a sauté.
Et moi, je n'ai pas voulu sauter parce que, en quelques secondes, je me suis dit, tu as un tatouage sur le bras, tu as un KL phosphorescent dans le dos, tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas de chaussures, tu ne connais pas la langue du pays, c'est un pays ennemi, où vas-tu aller? Alors, ceux qui ont pu s'évader, pas d'Auschwitz, mais d'ailleurs, quelle que soit leur situation, ça a peut-être été possible. Mais là, affaiblis comme nous l'étions, où aller? Qui voudrait de nous? Surtout dans un pays ami des nazis. Pas possible. Et l'histoire dira qu'elles auront toutes été récupérées. Elles étaient 19 à sauter, elles ont toutes été récupérées. Elles ne sont pas remontées dans notre wagon. On les a mis, je ne sais pas dans quelle autre voiture. Mais nous, quand ils ont demandé l'interprète et qu'elle n'était pas là, ça a été horrible. Ils sont montés à combien et à coups de crosse. Ils ont frappé, je ne vous dis pas combien de morts il y a eu, qui sont restés à l'intérieur. Ce que j'attendais, ce que je prévoyais. Et j'ai appris à peine 2 ans qu'une des personnes qui a fait partie de ceux qui sont descendus par l'intermédiaire d'autres qui ont entendu mon histoire et qui connaissaient son histoire, ont fait le rapprochement et c'est à travers elle qu'on a su qu'elles ont toutes été récupérées. Mais je ne lui ai jamais dit, parce que on a fait connaissance après, je ne lui ai jamais dit combien de sont mortes, parce que ça servait à rien, puis c'était pas elle qu'on voulait, c'était la traductrice. Donc ils ont fait une évasion courageuse qui n'a abouti qu'à être toute reprise. Et combien il y a eu de morts. Alors à partir de ce moment, ils ont cloué des planches sur les 2 aérations. On n'avait plus d'air. On n'est jamais sorti. On n'a jamais eu un morceau de pain. On n'a jamais eu une goutte d'eau. Rien. Et quand on est arrivé à Theresienstadt, la première des choses, d'abord on était aveuglés, puis à l'intérieur, on vivait dans le sang. Combien sont mortes après les coups? Ça a été infernal. Pour moi, on a vécu là 3 jours, quelque chose, un cauchemar. Et là, nous avons attendu la libération qui est survenue le 8 mai 1945. Ça ne pouvait pas être plus tard. On a été libérés par les Russes, mais auparavant, il y a eu des Russo-Asiatiques, des Mongols, qui ont traversé à cheval, comme au cinéma, avec un sabre et puis un flambeau. Ils ont traversé le camp à la poursuite des Allemands, qui eux avaient une peur hystérique des Russes, à juste titre. Et là, pendant 3 semaines, puisque nous avons été rapatriés après le 1er juin 1945, donc 3 semaines à peu près, j'ai travaillé dans les cuisines. Je me suis proposée pour éplucher les pommes de terre. Alors c'était pas dans la cuisine, c'était dans une grande pièce où il y avait des pommes de terre jusqu'au plafond, une mine d'or, parce que les pommes de terre, nous on ne savait pas ce que c'était. Hein. Et donc une mine d'or, alors au début, hein, j'épluchais une pomme de terre, j'en mangeais une crue. Et puis j'ai fait ça pendant 3 semaines. Et tous les soirs, je rentrais avec un très grand saladier, plein de pommes de terre entières, frites dans des bacs en inox. Et puis je repartais avec ça, que je partageais avec mes camarades. Et donc j'ai attendu la libération. On nous a remis entre les mains des Américains qui nous ont conduits à... Alors eux, la différence par rapport aux Russes, c'est que les Russes nous ont donné des vêtements.
nous ont donné du blé et de l'orge à manger. Moi, je me disais que c'était de la nourriture pour animaux, mais c'était consistant. Ils n'ont pas ouvert les portes des cuisines, ils ont compris, eux, ce qu'on était. Et par contre, les Américains, eux, quand ils nous ont vus, ils pleuraient. Les Russes, eux, ils n'ont pas pleuré. Plus endurcis. Et on nous a ensuite amenés à l'aéroport où nous sommes rentrés en France, à Lyon. En avion, vous êtes rentrés? En avion. D'accord. Oui. On a séjourné 6 jours où la population française a été merveilleuse avec nous. Elle venait aux grilles de l'hôpital où nous étions et on nous demandait, à travers les grilles, qu'est-ce qu'on voulait. Alors nous, on y allait allègrement, un roast-beef bien saignant, un gigot, enfin, ils nous amenaient ce qu'on voulait. Et pourtant, ils avaient encore des tickets de rationnement. Donc, on a eu un retour très très chaleureux lyonnais. Et ensuite, le 6 juin, on nous a mis dans des trains, alors là, de voyageurs, et nous sommes arrivés à l'hôtel Lutetia. Et là, à l'hôtel Lutetia, je n'ai pas du tout apprécié, parce que c'était l'ancienne commandanture qui était là, qui faisait œuvre sociale. Alors là, les déportés, on les photographiait, on leur donnait un peu d'argent, des vêtements, c'est-à-dire un slip, un par-dessus. Pourquoi un par-dessus? On était au mois de juin, mais bon, une robe. Et puis on nous demandait, alors il y avait des grandes tables de victuailles, mais nous, depuis Lyon, tout ce qu'on mangeait dans la journée, on le vomissait la nuit. On n'était pas préparé à tant de nourriture. Et donc, je n'ai pas apprécié cette arrivée qui était très froide, comme si on était des animaux, en fin de compte, on était des survivants. Quelque part, on dérangeait, je pense. Et je n'ai pas voulu attendre. Alors, on m'a dit, mais vous n'avez pas quelqu'un... Je dis, non. Attendez, mais moi je n'attends rien, je m'en vais. Et je suis partie. C'est ainsi que je n'ai pas été recensée. Je n'ai pas été photographiée. Je suis partie sans rien, donc sans argent. Et je suis allée, j'ai fait, je ne sais pas combien, toute une ligne de métro, jusqu'à rejoindre mon quartier Léon Blum, où là, il y avait mes cousins qui avaient été arrêtés chez nous. Et j'avais lancé, au ghetto de Theresienstadt, j'avais lancé un appel en disant « Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis en vie, René Eskenazi ». Ma sœur, elle, par contre, de Bergen-Belsen, dont on l'a appelé le mouroir. Oui, c'était vrai, il n'y avait pas de chambre à gaz, mais il mourait de faim et d'épidémie. Et elle avait lancé, elle, un appel en disant « J'ai faim, envoyez-moi un colis ». 2 situations différentes. Elle avait faim, moi je n'avais pas faim, je mangeais des pommes de terre crues, mais bon, j'allais dans les champs. Et puis, bon, je n'allonge pas cette période, et j'ai retrouvé ma sœur. Dans quelles conditions, vous pouvez raconter? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions vous l'avez retrouvée? Oui, eh bien alors je suis allée dans ce quartier où je savais qu'habitaient mes cousins. Et j'ai frappé à la porte, et qui est venu ouvrir? C'est une cousine qui avait été déportée, une sœur de cette jeune femme qui était cachée derrière les rideaux. Alors je savais que déjà, elle était de retour, elle était vivante. Et dès qu'elle a entrouvert la porte, elle m'a dit « Chut, Claudette est là, elle dort. » Claudette, c'était le bébé de 2 mois. Et tout de suite, j'ai pensé, s'il y a le bébé de 2 mois, mon frère, je vais le retrouver. Et elle m'a dit, ta sœur est chez le docteur.
Ça veut dire que ma sœur était là aussi. Elle était déjà rentrée. Elle était déjà rentrée depuis le 1er juin. Et elle avait entendu à la radio mon message. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis en vie. René Eskenazi. Il s'est trouvé que j'avais une tante qui, elle, s'appelait Madame Eskenazi par alliance, et sa fille avait été déportée. Elle portait le même prénom que moi, René Eskenazi. Elle a entendu aussi le message. Elle s'est posé la question. Et malheureusement, pour elle, c'était moi. Mais ma sœur, elle qui avait vécu au camp, quand elle a entendu « Ne vous inquiétez pas pour moi », elle savait que c'était bon. Et donc, on s'est retrouvés toutes les deux. Elle ne pouvait pas marcher. Et mes cousins voulaient l'amener à l'hôpital, mais elle attendait mon retour. Et donc, dès le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital, où elle est restée 3 semaines jusqu'à ce qu'elle soit transportable en sanatorium parce qu'elle était tuberculeuse. Heureusement pour elle, elle était d'une bonne santé, c'était accidentel ce qu'elle avait eu. Donc, elle s'est remise. Et moi, j'ai attendu tous les jours, je passais tous les après-midi à l'hôpital avec ma sœur, je m'étais cherché du travail en attendant, que j'ai trouvé chez un ancien déporté, que nous connaissions, qui connaissait bien mes parents, et c'est lui qui m'a donné du travail, parce que qui voulait donner du travail à un déporté? Et j'ai été très peinée de voir l'indifférence qui a été notre lot quotidien. Et pourtant, je les comprenais, parce que je me disais, eux aussi ont eu leurs problèmes durant la guerre. Ils retrouvent leurs prisonniers. C'est l'euphorie de la liberté. Nous, qu'est-ce qu'on est pour eux? Rien. Donc je les comprenais. Et je me rappelle que le 14 juillet, c'était le premier 14 juillet après la libération. Et là, il y avait les flonflons de balles dans les rues, comme à l'époque, pendant 4 ans. Il n'y en avait pas eu, c'était interdit. Là, les gens se retrouvaient et dansaient à tous les coins de rue. Et moi, à chaque fois que je sortais de l'hôpital, je voyais tous les gens qui dansaient, mais ça ne me serait pas venu à l'idée de me mélanger à eux. Parce que comment pouvions-nous, nous, être heureux? Derrière nous, en toile de fond, il y avait Auschwitz et nos parents. Comment pouvions-nous être complètement heureux? C'est pas possible. On a eu une liberté, oui, mais on va dire sans joie. Et ça fait presque l'unanimité, parce que pratiquement tout le monde a eu ses morts. Mais les jeunes, eux, n'ont pas pour la plupart retrouvé leurs parents. C'est ainsi que nous avons vécu, ma sœur, mon frère et moi, nous avons vécu avec 3 jeunes filles orphelines, elles aussi. Nous étions 5 orphelines dans notre appartement, avec un petit enfant de 2 ans qui s'est fait chouchouter par 5 jeunes filles. Donc vous avez élevé votre frère en fait? Oui, avec ma sœur. Oui, avec votre sœur. Avec ma sœur. Pour lui, ma sœur c'était sa maman et moi le papa. Parce que moi j'allais travailler, puis c'était elle qui restait à la maison pour le garder. Et après, bon, chaque jeune fille est restée à la maison jusqu'à ce qu'elle se marie. Donc, nous nous sommes entraidés entre nous. On mettait notre paye en commun. Lorsqu'on avait du tissu à acheter pour se confectionner quelque chose, il y avait 5 morceaux de tissu. Un sac à acheter, il y en avait 5. Enfin bref, c'était une belle histoire. Vous êtes débrouillée, vous avez été très débrouillarde en fait. Oui. Lorsqu'on fait des témoignages dans des écoles, souvent je relis vous étiez débrouillarde. Ça m'a surpris au départ parce que est-ce qu'on peut appeler ça de la débrouillardise? Je crois que la débrouillardise c'est un petit peu n'importe quoi, tandis que
Moi, je sais que dès que j'ai pu obtenir la nationalité française, c'est-à-dire à ma majorité, parce qu'à l'époque, la majorité, c'est 21 ans, ben, c'est en mûre réflexion que je suis devenue française. Et j'ai fait mettre sur ma carte d'identité, il y avait un signe particulier, comme dans toutes les cartes d'identité de ces époques-là. On m'a demandé à la préfecture de police, avez-vous un signe particulier? J'ai répondu oui. Quel est ce signe? J'ai dit, vous mettrez mon matricule. Alors ils se sont regardés gênés. Ils m'ont dit, mais mademoiselle, la guerre est finie. J'ai dit, si elle est finie pour vous, elle n'est pas finie pour moi. C'est un signe particulier. Et donc, d'ailleurs, j'ai amené avec moi cette photocopie de carte d'identité, où bien sûr, je suis brune à l'époque, et il y a inscrit en clair et en net mon matricule à 8564. Alors, ensuite, eh bien... Vous voulez le montrer? Si vous l'avez amené? Oui. C'est l'occasion, si vous voulez la montrer à l'image. Oui. Vous ne me filmez pas là quand même. Voilà ma sœur. Avant-guerre. Ça, c'est un cousin qui a eu la tête fracassée lors de la marche de la mort et il est mort sur le coup, dans la neige. Et donc, parmi les membres de votre famille qui ont été déportés, donc vous avez perdu vos parents. Cousins, cousines, oncles, tantes, grand-mère, père et mère, bien sûr. Me voici à l'âge de 1 an. Puis ce petit cousin à qui on a fracassé le crâne, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mon petit frère a 2 ans, lorsque je l'ai, on va dire, récupéré. Voilà ma mère. Voilà la photo d'identité. On peut voir le matricule en très clair. Vous pourrez le... Oui, on zoome dessus, vous inquiétez pas. Vous pouvez le voir? Oui. On le voit bien là? Est-ce que vous pouvez indiquer où il est sur la Oui. carte? Oui. Alors, il y a des empreintes digitales en bas. C'est la ligne tout à fait au-dessus des empreintes digitales. Vous voyez? Montrez avec votre doigt sur la carte. Au-dessus de mon doigt. D'accord, oui. Vous le voyez? On le voit, oui, très bien. Vous le voyez? Oh, oui. Voilà. Merci. Et donc, est-ce que après la guerre, vous vous êtes mariés? Alors, j'ai vécu avec un compagnon. Nous ne sommes pas mariés, mais nous avons eu un livret de famille, père et mère. Et donc, nous avons eu 2 enfants, une fille, Joël, et un garçon, Christian. Je suis grand-mère de 5 petits-enfants et j'ai 3 arrière-petits-enfants que je vais d'ailleurs rejoindre tout à l'heure. Nous allons prendre le train ensemble pour rentrer chez ma fille. Voilà. Nous sommes une famille très très unie. Je suis une grand-mère et arrière-grand-mère très aimée et surtout très respectée. Nous avons eu cette chance de fonder une famille qui, comme mes enfants me le disent,
notre histoire commence avec toi. Parce qu'il n'y a pas de passé. Si encore il y avait des photos, mais très très peu est retrouvé dans des, on va dire dans des albums photos de parents éloignés qui sont rentrés de zone libre. Nous avons eu cette chance-là, c'est tout. Mais nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas été malheureuses du tout, si ce n'est de la perte de nos parents qui est énorme. Parce qu'à chaque fête, il y a toujours leur absence qui est là. En toile de fond, nous avons toujours Auschwitz et notre passé. Alors, j'ai travaillé, ma sœur aussi, bien sûr, après, elle a eu 4 fils. Et lors de la retraite, j'ai travaillé, et je travaille toujours, à l'Union des amicales liées à Auschwitz. Nous faisons des voyages avec des élèves, toujours au moins 2 à parfois 3 fois par an. J'ai même fait l'Europe à 3 reprises. Nous faisons des témoignages très réguliers, nous sommes très très demandés, et pour cause, parce que les rangs s'amenuisent. Il n'y a pas de semaine où on n'est pas à déplorer quelqu'un que nous avons connu, et nous allons malheureusement souvent dans les cimetières, mais il faut dire que nous avons été 60 ans en sursis, et que partout chez nous, personne ne craint la mort de ceux qui ont été déportés. Pourquoi? Parce que nous avons toujours vécu avec. Donc quand notre heure arrivera, bon ben elle arrivera. Voilà. Alors, il nous est de plus en plus difficile. Nous ne sommes pas nombreux à aller à Auschwitz. Il y en a qui font des témoignages dans les écoles, il y en a qui n'en font pas du tout. La plupart n'en font pas, parce qu'ils pensent que, eh bien, ce serait difficile pour eux, ils bafouilleraient, ils ne se souviendraient pas exactement de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que nous n'avons pas le droit de dénaturer les fêtes. J'ai eu la chance de garder cette mémoire précise qui fait que, à travers des documents officiels, les dates que je vous ai données se retrouvent sur ces documents. Et j'ai fait des recherches à Auschwitz, il y a à peu près 1 an, pour savoir ce qu'était devenue ma mère. Mon père aussi, mais on n'a pas pu avoir de nouvelles. Et il s'est avéré que j'ai reçu des papiers de Pologne, il y a quelques mois, qui font état de la situation suivante. Lorsque les Allemands sont partis avec ceux qu'ils ont pris pour faire la marche de la mort dont vous avez certainement entendu parler, ma mère était vivante. Je l'ai quittée au mois de novembre. Le 17 janvier, elle est vivante. Ils ne l'ont pas prise. Elle a fait partie, je crois, des 6000, si ma mémoire est bonne, qui sont restés à errer dans le camp. Dans quelles conditions? Donc, le 27 janvier, quand les Russes sont arrivés, ma mère est vivante. Et toujours dans les documents que j'ai reçus, son décès a été constaté le 23 février 1945 par la Croix-Rouge polonaise. Ce qui me fait dire qu'elle a résisté un maximum. Peut-être que si elle avait été soignée dans de bonnes conditions à la libération, puisqu'elle s'est effectuée le 27 janvier, elle aurait peut-être été vivante. Et comme je dois retourner à Auschwitz le 27 janvier pour le 60e anniversaire de la libération, il y a le président Chirac qui va là-bas, et je fais partie des 20 personnes qui auront été choisies pour aller là-bas.
peut-être pourrais-je avoir d'autres renseignements sur la façon dont ma mère est morte. Peut-être a-t-elle eu droit à un lit de campement, peut-être a-t-elle eu affaire à quelque humanité. Donc j'ai une date précise de ma mère. Et cette date précise de ma mère, ma sœur ne la connaît pas. À ce jour, je n'ai pas encore osé le lui dire. Parce que elle ne veut pas entendre parler de déportation. Elle fait partie de ces personnes qui a tellement été traumatisée par cette période. Il faut savoir qu'elle avait 2 ans de moins que moi. Et elle a tellement souffert. Non pas que je n'ai pas souffert aussi. C'est ainsi. Et même avec moi, elle n'a jamais parlé de son parcours à Bergen-Belsen. Jamais, jamais, jamais. Elle n'en parle pas à ses enfants. Lorsqu'il y a une émission à la télévision, eh bien, personne de la famille a le droit d'ouvrir la télévision ce soir-là. Il n'y a rien à la télé. Et chacun comprend. Il n'y a rien à voir. Ce qui fait que lorsque ma sœur et moi, nous sommes très, très, très souvent ensemble, très souvent, on a toujours essayé d'habiter l'une à côté de l'autre, eh bien, à chaque fois que ma sœur est avec moi, qu'il y a une émission que je voudrais regarder, je ne peux pas. Parce qu'elle ne veut pas en parler. Mais par contre, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants me téléphonent pour avoir des renseignements. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, nous faisons des témoignages. Nous essayons de faire notre possible pour, à Auschwitz, supporter, parce que lorsque nous y allons, ce n'est pas le printemps, ce n'est pas l'été, c'est l'hiver, sous la pluie, le vent, la neige. Et on arrive à une moyenne d'âge de 80 ans. Moi, j'en ai 78, je vais en avoir 79. C'est difficile à faire. Nous avons des kilomètres à faire là-bas. Et avec des élèves, 200-300, nous n'avons pas le droit d'être fatigués. C'est inlassablement qu'on nous pose des questions. Mais nous le faisons parce que nous le faisons par devoir. Et puis, nous avons cette contrepartie qui fait que on nous aime beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. Très bien, je vous remercie. Comme il est